je suis plume du vin, j'œuvre pour tout ce qui est communication autour du vin, des vignobles français majoritairement. Comme tu disais, je suis aussi ambassadrice des vins de Loire parce que c'est une région de cœur. La Loire, elle est grande, hein, elle part du Muscadet et alors elle se termine ou elle commence en Loire volcanique. Romain nous dira qu'elle commence. Et voilà, c'est un style de J'ai du vin mal à me connecter. qui c'est. T'as dit quoi? Non, c'est quelqu'un qui vient de se connecter qui n'avait pas coupé son micro. Ah oui. Un style de vin qui est éminemment moderne et actuel. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été un vignoble dont on parle parce que c'est un vignoble de cœur et c'est avec la Loire que j'ai grandi et c'est ce que je consomme régulièrement. Mais visiblement, c'est un vignoble qui commence uniquement il y a une décennie, on va dire, à avoir le vent en poupe et donc longue vie à la Loire. Exactement. Bah, justement, je vais vous présenter une carte pour commencer. On va partager quelque chose de plus qui est en relatif avec nos sujets là, voilà, C'est plus formel. de plus formel. Alors justement, la Loire commence, ça dépend du point de vue, voilà. Euh, donc effectivement, d'habitude, c'est vrai quand on pense Val-de-Loire, vin du Val-de-Loire, on a tendance à penser effectivement la zone du pays nantais, Muscadet, Anjou, Saumurois, et puis on arrive vers la Touraine. Et effectivement, il ne faut pas oublier ici notre fameuse Loire volcanique. Comment tu présentes un peu la Loire volcanique? Peut-être Leslie, toi, quand tu parles des vins de Loire, toi qui les représentes, qu'est-ce qui les différen- qu'est-ce qui différencie en tout cas ce lieu? Bah, déjà, en fait, je salue vraiment l'initiative qu'ont eu. Ils sont nombreux, hein, les vignerons, vigneronnes qui ont participé à l'initiative, mais notamment Romain Père et Stéphane Serrol, qui sont particulièrement à l'initiative de cette association qui s'appelle la Loire volcanique, qui en fait a cherché à regrouper les quatre appellations qui sont donc Saint-Pourçain, la Côte du Rouennais, Côte du Forêt et Côte d'Auvergne, qui étaient assez, on va dire, éclatées et qui ne permettaient pas qu'on parle suffisamment d'elles. Et le fait de se retrouver comme ça dans une association qui s'appelle Loire Volcanique, ça a permis de créer vraiment une communication, une émulsion. Ils ont été très malins dans la communication pour se faire connaître. Et donc, c'est surtout des terroirs assez atypiques, on va dire, pour la Loire, parce qu'on a et je pourrais en parler très longtemps, donc je ne vais pas forcément vous bassiner avec les terroirs, mais beaucoup de basalte, beaucoup de granit assez particulier, évidemment des argilo-calcaires, mais c'est un terroir qui est assez particulier, contrairement au reste de la Loire. Donc c'est intéressant pour ça. Et puis ils ont, et Romain nous en parlera, toi Isabelle, tu as du Gamay, et dans la Loire volcanique, ils ont du Gamay Saint-Romain. Donc moi, je trouverais ça intéressant que tous les deux, vous nous racontiez un petit peu les différences de ces deux cépages qui sont des cousins en fait. Alors Exactement. ça, Romain pourra en parler mieux que moi, vu que c'est lui qui a le cépage le plus spécifique. Donc, Je vais arrêter le partage là. Effectivement, donc la particularité en Auvergne, là-bas, dans le Puy-de-Dôme, et puis en Côte-Rouennaise, c'est le fameux Gamay Saint-Romain, qui est, je crois, cher à ton cœur, Romain. Oui, tout à Qu'est-ce fait. qu'il a de si particulier, ce Gamay Saint-Romain? Alors, ce Gamay Saint-Romain, donc c'est variété autochtone qui vient de la côte rouennaise, qui vient d'un village qui s'appelle Saint-Romain-la-Motte en côte rouennaise. C'est un Gamay déjà qui a un port très droit, qui pousse très, très verticalement, et puis surtout qui a la particularité de faire des toutes petites baies et des grappes très aérées, ce qui fait que on a beaucoup en macération, on a beaucoup de jus par rapport aux pellicules. Au contraire, on a beaucoup de pellicules par rapport au jus. Et ce qui fait des gamets au final assez colorés, assez concentrés, et puis toujours ce petit caractère épicé poivré qui est assez typique. Alors, en revanche, toi, Isabelle, tu travailles plutôt avec du gamay, le gamay qu'on retrouve peut-être dans le Beaujolais, le gamay tout plus à fait. Le originaire. gamay noir à jus blanc, qui fait des baies un petit peu plus grosses, effectivement, et qui a du coup un rapport pellicule-jus qui a un peu moins de concentration, et qui, par contre, fait des choses voilà, très fines avec des tanins très délicats. Mais cela dit, je compense un peu par le côté vieille vigne, puisque j'ai aussi une vigne centenaire plantée en 1894. Et donc là, le côté vieille vigne vient ramener de la concentration et de la matière.
C'est pas seulement le gamay, le petit jus facile à boire, glouglou, il y a effectivement par cette vieille vigne plus de profondeur. C'est ça. Mais ce qui est rigolo, c'est de penser que, donc moi, je suis sur un terroir, enfin un terroir, un type de sol de sable sur argile. Euh, donc les argiles, elles viennent de la, de la pédogénèse, donc de la création du sol depuis le sous-sol, qui est un sous-sol calcaire, comme à peu près partout en Val-de-Loire, et quand il se métamorphose et crée un sol, va donner ses argiles. Et en revanche, les sables sont plus récents. Et c'est vrai que quand on regarde un peu la géologie, ce seraient des sables qui viennent de l'érosion du Massif central. Donc finalement, moi, je fais du vin sur des poussières de romains, en fait. Une belle C'est image. vrai. Oui. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. De toute façon, Alors qu'on est à effectivement. plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, quoi. Ouais, mais en fait, quand tu parles effectivement de sédimentation, quand tu imagines qu'en fait, sur un mont ou peu importe, tu vas avoir de l'érosion et qu'ensuite les sédiments vont se balader en général d'un point A qui est le point de départ de ton petit sédiment et le point B où il va créer cette roche métamorphique, il peut se passer, enfin, ouais, là, on n'est pas finalement pas très loin, mais ça peut être beaucoup plus loin sur le territoire. Pour les passionnés de cailloux, c'est très intéressant de voir justement le mouvement. C'est dans un magnifique recueil là, justement du géologue Georges Truc. Lui, il travaille plutôt sur la zone de la vallée du Rhône à Châteauneuf-du-Pape. Et il explique justement que tous les fameux galets roulés de Châteauneuf, en fait, ils viennent aussi de la zone plutôt Massif central, etc. Et en fait, finalement, par l'érosion, le mouvement, le fleuve, etc., on va se retrouver avec des galets roulés à Châteauneuf qui viennent de là-bas. Et c'est ça qui est, en fait, merveilleux, merveilleux. Tout a bougé pendant des millénaires. Et finalement, on se retrouve avec de la poussière de Romain chez Isabelle. Et à Châteauneuf. Bah, dis donc. Enfin, pas de romains Comme personnellement. quoi, le Massif central, voilà, il apporte beaucoup, exactement. Et entendu. Et du coup, toi, Romain, avant de parler de cailloux et de tout ce genre de choses qui nous intéressent aussi pas mal, et de la manière dont vous faites le vin, tu as dû voir l'évolution forte, parce que là, la côte rouennaise a pris de l'ampleur, grâce notamment, comme disait Leslie, à ce que vous avez initié avec la Loire volcanique. Toi qui as repris un domaine familial, comment tu vois l'évolution en fait aujourd'hui dans la consommation, enfin comment tu vois l'évolution en fait de l'appellation et de la région en fait, notamment sur la côte rouennaise, si on fait une rétrospective historique en fait. Oui, alors oui, c'est vrai que moi je fais du vin depuis 20 ans et j'ai vu vraiment une grosse évolution là-dessus. Il y a 20 ans, la Côte Rouennaise, c'était un vignoble qui était très peu connu en dehors de notre petite région. Et, et au pire, c'était pas si grave parce que dès qu'on allait un peu à l'extérieur, les gens ne nous connaissaient pas, donc c'était plutôt curieux, ils n'avaient pas d'a priori. Donc c'était plutôt positif finalement. Et puis par contre, on était indispensable sur aucune carte des vins et ça pouvait être un souci aussi. Bah aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On est présent pratiquement partout en fait et avec une super image. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le dans la mode de consommation avec des vins identitaires, des vins frais, une petite appellation, du gamay. Voilà, c'est tout ce que les gens cherchent aujourd'hui. Hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, ça y est, les côtes rouennaises sont sur de belles tables. On retrouve tes vins où d'ailleurs maintenant? Est-ce que tes vins ont le plaisir d'être Oui, bah oui, on a beaucoup d'étoilés. vendus? Bah déjà, en local, on a la chance d'avoir la maison Trois Gros qui est juste à côté de chez nous. Donc voilà, trois macarons Michelin où on est super présent. Après, on est chez Marcon, on est chez Pic, on est chez Loiseau, on est chez Passard à Paris. Non, on a beaucoup d'étoilés, oui. J'en ai aussi pas mal dans ma cave. Ça, Mais dans la mienne. Mais du coup, Bah est-ce dis qu'on peut donc, venir les quel boire honneur. ou les goûter chez toi? Je sais pas. Ah, ça va être, ouais, ça se négocie. Autre chose. Alors, influence du changement climatique. Une question. On va commencer avec une question de Jean. C'est bien, Jean, de se lancer un petit peu. Alors, est-ce que vous avez remarqué justement de l'influence sur le changement climatique, là, toi qui travailles depuis 20 ans, Romain, sur le gamay Saint-Romain, et est-ce qu'il est plus ou moins sensible que le gamay justement chez Isabelle? Est-ce que... Alors, le cépage est sensible au réchauffement climatique, ça, il y a aucun doute à ce sujet. Euh,
En revanche, on a la chance d'être situé en altitude, donc avec déjà un climat continental plus l'altitude, donc entre 4 et 600 mètres d'altitude aujourd'hui. Ce qui fait que c'est des situations qui sont relativement fraîches et qui nous préservent un peu de tout ça. Et puis, on a encore une porte de sortie, c'est d'aller planter encore plus haut, parce qu'aujourd'hui, les vignes les plus hautes sont à peine à 600 mètres, et le coteau monte pratiquement jusqu'à 1000 mètres. Donc, on a cette porte de sortie d'aller planter un petit peu plus en altitude. C'est possible là, de planter, justement, vous avez enfin, en termes de parcellaire, vous avez accès aujourd'hui dans les appellations ou dans Alors, comment ça se passe? euh, aujourd'hui, la limite de l'appellation, c'est environ 550 mètres. Il y a Mhm. quelques parcelles au-dessus, mais c'est assez rare. Et on est en discussion avec l'INAO justement pour changer cette limite haute, pour la passer autour de 650 mètres, pour justement s'adapter à ces nouvelles conditions et continuer à faire du vin et du gamay en Côte-Roynaise. Ce qui vous permettrait de gagner quelques degrés, en tout cas en Ouais, fraîcheur. tout à fait. Et puis en plus d'être sur des terroirs qui seraient un peu plus intéressants, on va être vraiment sur des granites très caillouteux, contrairement aux parcelles les plus basses qui sont plutôt sur des sables ou des argiles. Là, on irait vraiment sur des terroirs assez identitaires. Ouais, c'est ça. Donc en bas de coteau, forcément, l'érosion va permettre d'avoir des terres un peu plus riches, on va dire, alors qu'en haut, tu vas avoir des terroirs plus bruts, en tout cas. Exactement. Et puis, Ouais. l'inconvénient des parcelles basses, c'est leur sensibilité au gel aujourd'hui aussi. C'est une autre conséquence du réchauffement climatique, c'est les gelées de printemps. Ok. Et pour toi, Isabelle, le gamay, tu travailles chez toi? Ou comment il se comporte avec le réchauffement, en tout cas? Ou est-ce que tu as des moyens aujourd'hui et quels sont les moyens que tu utilises en Touraine? Alors, changement climatique, ça veut tout et rien dire. Il y a beaucoup de changements. Et on a vu ces dernières années qu'ils pouvaient être très rapides d'une année à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut même se payer des extrêmes sur le même facteur. On peut avoir un extrême et son opposé d'une année à l'autre. Typiquement, une sécheresse, puis un excès d'eau, comme on a connu. Donc c'est difficile dans ces conditions de s'adapter quand tu as une plante pérenne avec voilà, des parcelles établies, s'adapter à des contraintes climatiques qui changent d'une année à l'autre pour un extrême et son opposé, c'est pas hyper simple. Moi, j'ai pas forcément le recul qu'a Romain parce que je suis installée depuis peu de temps. Donc, je fais avec un climat perturbé depuis le début. 2018, qui a été un millésime, normalement, en Loire, vous étiez plutôt content. C'était un millésime chaud avec des. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais. Ça a été quand même très humide avec une énorme pression milieu. Ah Donc, oui, quand même. Ok. c'était pas forcément hyper simple quand même comme premier millésime. Mais oui, et puis après, j'ai eu du gel à petite proportion presque tous les ans et à 80% en 2021. Donc sur le gamay, c'est un peu ça, j'allais dire. Peut-être le plus délicat, c'est que ça reste un cépage qui débourre assez tôt. Et donc, c'est vrai que dans des contextes comme le mien, où on est sujet aux gelées tardives, bah ça rend les choses un peu compliquées. Ce qui, euh, ce qui est étonnant malgré tout, et je reviens à ce côté vieille vigne, c'est que par exemple, ma parcelle centenaire, bon an, mal an, quasiment tous les ans, quels que soient les aléas et aussi importants soient-ils, elle me fait 35 hectolitres hectares. Et c'est comme si elle arrivait à mieux tamponner les effets du millésime du fait d'un enracinement profond et, et d'une vigne bien implantée. Ouais. Mm. Tu saurais dire, tu connais l'enracinement de ta vigne centenaire? Non, alors sur cette parcelle précisément, j'ai pas voulu l'abîmer en foutant un coup de pelle mécanique pour voir jusqu'où allaient les racines, mais je l'ai fait sur une parcelle voisine où voilà, j'avais des traces de racines à 3 mètres. J'ai pas Ah pu ouais. aller beaucoup plus loin parce que chez nous, ce qui est souvent limitant, c'est l'horizon d'argile imperméable, au-delà de laquelle, bah, c'est pas une barrière physique, les racines peuvent aller dedans, mais c'est une barrière qui va faire que l'eau va être stagnante au-dessus, et donc les racines spontanément vont pas y aller puisque
une racine qui plonge dans l'eau, elle s'asphyxie, elle n'a pas accès à l'oxygène. Donc, elle va rester au-dessus de ça. Malgré tout, voilà, je sais qu'il y a plusieurs mètres qui sont prospectés par ces vignes. Ah, je savais pas, moi, tu vois, il me semblait que justement, quand t'avais pas assez d'aération et donc ce problème de l'eau dans les argiles, que c'était plus parce qu'elle était feignante, la vigne, et qu'elle allait pas plonger. Je savais pas que ça s'asphyxiait dans l'eau. C'est intéressant. Oui, quand tu as un horizon imperméable d'argile, tu vas avoir de l'hydromorphie, de l'eau stagnante sur le dessus. Et ça peut être une barrière physique, en fait, pour la prospection racinaire. Ouais. Et donc, au sein du domaine, Isabelle, tu travailles, tu as un travail un petit peu d'orfèvre avec beaucoup d'assemblage, ce qui te permet d'avoir une variété. Tu as beaucoup de cépages que tu cultives et que tu assembles au sein du domaine. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Nous qui, comme on en discutait un petit peu hier avec Isabelle, nous qui parlons beaucoup au sein de l'école d'approche géosensorielle, de terroir, de cuvées parcellaires, voilà, on parle beaucoup de parcellaires, etc. Ce qui ne veut pas dire non pas assembler les cépages, hein. Les cépages, c'est qu'un moyen en fait, mais en tout cas, on essaie de mettre en avant les parcelles. D'ailleurs, Romain travaille beaucoup les cuvées parcellaires, donc on pourra en parler tout à l'heure. Isabelle, toi, tu aimes bien assembler les cépages parce que, en fait, ce que tu nous disais, toi, tu es beaucoup sur une unité de type de sol qui est assez homogène sur le domaine. Et donc, tu t'amuses à travailler par cépage et assembler, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette approche-là où tu t'amuses, hein, Oui, tout à fait. Pour répondre à la question de Romain dans le chat, donc moi je suis en agriculture biologique. J'ai lancé la conversion quand je me suis installée en 2000. Donc je me suis installée en 2018. J'ai commencé à regarder un petit peu parce que je découvrais mes parcelles. En fait, j'avais pas d'historique familial. Donc moi je n'étais pas issue d'une famille vigneronne. Donc je découvrais mes parcelles, il fallait justement que j'appréhende mes types de sols et les outils de travail du sol qui seraient adaptés. Donc et j'ai fait les investissements pour pouvoir commencer la conversion bio en 2019. Donc les vignes sont bio depuis 2022. Et donc effectivement, j'ai eu la chance de reprendre un vignoble qui avait une belle diversité de cépages, 8 déjà. 4 en blanc, 4 en rouge, Sauvignon, Chardonnay, Menu Pinot, qui est un cépage très local qui s'appelle aussi Hors-Bois. Il reste plus que quelques dizaines d'hectares et c'est par chez moi. Et puis Chenin, et en rouge Gamay, Caux, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. Et en fait, j'ai replanté aussi du Sauvignon gris, qui a 2 nids d'origine, le Bergeracois et par chez moi. Et l'idée, c'est de replanter d'autres cépages autochtones que sont le Romorantin, le Pinot de Nice, de nouveau du Menu Pinot. Voilà, donc c'est un petit peu forcément une vision un peu à contre-courant de ce qui se fait globalement dans ma région, où d'autant plus depuis 2021 où le cahier des charges d'appellation Touraine blanc est passé à 100% Sauvignon blanc, Sauvignon gris, on a eu tendance à arracher tous les cépages qualifiés de secondaires. Et moi, ça me fait un peu flipper de me dire que potentiellement, on se retrouve du coup avec des centaines d'hectares d'un seul tenant, avec un seul cépage, et c'est un peu souvent le même qu'on plante dans une région, donc c'est un seul clone, donc un seul individu génétiquement parlant. Donc, je me dis que spontanément, ça me paraît pas être la stratégie la plus adéquate pour s'adapter au changement climatique, pour être résistant face aux ravageurs. Donc c'est vrai que moi, qui en plus fais mes armes ailleurs que chez moi, je suis originaire de la Sologne et de la Touraine, mais j'y avais jamais travaillé. Et j'ai plutôt fait mes armes dans le sud de la France et en Bordelais. Et du coup, il y avait plutôt cette démarche d'assemblage de cépages. Et donc c'est vrai que je trouve que l'assemblage qui est d'autant plus intéressant parce que moi, justement, comme on le disait, j'ai eu plutôt une unité de sol. J'ai pas des gros contrastes de sol. Donc finalement, voilà, faire un Sauvignon parcellaire parce qu'il est sur tel type de sol, puis un autre parce qu'il est sur tel autre type de sol, et c'est pas forcément très intéressant. D'autant que faut rappeler que le Sauvignon a une dimension variétale très très forte. C'est-à-dire que c'est un cépage où rien que quand tu goûtes le raisin, tu as des arômes primaires qui t'éclatent en bouche et tu sais dès la vigne que c'est du Sauvignon. Alors que tu goûtes
une baie de Marsanne, une baie de Grenache blanc et une baie de Chardonnay, tu vas pas forcément pouvoir les distinguer au goût. C'est vraiment les arômes secondaires de fermentation. C'est le travail des levures qui va permettre de révéler ces précurseurs d'arômes. Donc voilà, sur un cépage qui est très très expressif par lui-même comme le Sauvignon, ça va être compliqué de faire parler le terroir derrière. Donc moi, ça tombe bien. J'ai de toute façon une homogénéité de sol. Donc finalement, c'est par les assemblages que j'arrive à faire des styles un peu tranchés. Et je trouve que voilà, assembler les vins, c'est aussi une belle manière de valoriser la diversité qu'on a au vignoble. Et comme je l'ai dit, pour moi, cette diversité, tempélo-diversité, comme je dis, elle est importante. Ça a un autre aspect, c'est que ça permet de se passer parfois de produits œnologiques pour rééquilibrer les vins. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin de remettre un peu de tension dans mon Sauvignon parce que le millésime est particulièrement riche, je vais plutôt ajouter du Meunier Pinot, du Chenin. Ça va être ma petite épice acide en fait. Si j'ai plutôt un millésime un peu plus maigre et que je souhaite ramener de la densité, je vais peut-être assembler une barrique de chardonnay. Donc en jouant sur les différents cépages et les différents contenants d'élevage, je peux ramener des dimensions supplémentaires à mon vin de base. Ça, c'est un peu une déformation professionnelle parce que c'est pas du tout une approche commune dans mon coin où de base, tiens, c'est ma cuve de Sauvignon, ça fera ma cuvée de Sauvignon, point. Mais moi, comme j'étais œnologue dans une grosse union de cave coopérative avant et que je faisais des vins sur mesure pour des clients export, j'avais cette expertise. C'est devenu j'ai musclé cet art de l'assemblage et c'est devenu un réflexe chez moi de me dire, tiens, si j'essaye avec 15% de ça, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, il se trouve que quand on essaye, c'est souvent meilleur avec autre chose. Comme voilà, et c'est vrai qu'on en parlait hier, j'avais un peu eu cet exemple en tête. C'est vrai que vous, j'imagine que dans l'approche, et c'est normal, c'est plus didactique de se dire, tiens, ça c'est un gamay de granit rose, ça c'est un gamay de granit bleu, vert, pardon. Ça Vert. existe aussi. Toi, c'est surtout vert et rose, je crois. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, on peut voir des différences. Moi, il n'y a pas cet aspect-là, mais quelque part, c'est vrai que je disais, voilà, si tu veux connaître vraiment le goût du poulet, faut le manger sans assaisonnement. Mais si tu veux que ce soit très bon, c'est meilleur avec un assaisonnement. Donc moi, j'aime bien utiliser voilà l'assemblage comme épice. En fait, c'est le sel et le poivre à la fin de ma cuvée. Mais c'est ton côté un peu, comme on disait hier, militant, quoi. T'as pas envie d'avoir des goûts aseptisés, un peu clonés, qui ont tout pareil, avec la standardisée. L'idée, c'est de sortir de la standardisation. D'ailleurs, tes vins sont en vin de France pour sortir justement, pour la plupart, en vin de France, pour pouvoir sortir justement Oui, alors c'est pas un choix. Je préférerais dans jouer l'appellation, mais le jeu de l'appellation et être en Touraine et avoir malgré tout un peu de liberté d'action. Malheureusement, le cahier des charges a évolué de cette manière-là, mais bon, il reviendra peut-être dans l'autre sens, parce que Ouais, mais c'était un dans peu 20 ans. anachronique quand c'est arrivé. Pardon? Dans 20 ans, parce que Oui, c'était il y a 20 ans que c'est la demande maintenant. avait été Oui, faite. voilà, effectivement. C'est ce qui est terrible, c'est que finalement, c'est une demande des vignerons d'il y a 15 ans qui a abouti seulement en 2021 parce que l'INAO a des délais de décision qui sont hyper importants. Et ça arrivait de manière complètement anachronique. Et du coup, on s'est retrouvé avec le même mois un mail du syndicat qui nous dit voilà l'évolution du cahier des charges d'appellation, vous n'avez plus le droit de mettre d'autres cépages que du Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Et dans le même mois, on nous dit nous réfléchissons à la réintroduction d'autres cépages dans le cahier des charges d'appellation. Pouvez-vous nous dire ce qui vous paraîtrait intéressant? Donc à un moment, c'est vrai que je me suis dit bon je vais faire ma tambouille et puis on verra plus tard pour les appellations. effectivement. Mais c'est l'assemblage des cépages, et l'assemblage ne veut pas dire que c'est pas, voilà, tu élabores tout de même des vins de lieu et Oui, donc et alors en fait de l'endroit tout de même, voilà. l'assemblage ne brouille pas l'épice, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un assemblage qui est toujours avec une dimension majoritaire de certains cépages. Et donc, quand j'assemble, je pousse le curseur tant que ça améliore. Je goûte à 5, 10, 15%, tant que ça améliore l'ensemble. Mais dès que ça commence à se sentir, qu'on amène un élément exogène avec cet autre cépage, je repars en arrière. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que dans mon chardonnay, on sente le sauvignon. Sinon, ça embrouille les pistes, ça n'a plus d'intérêt. Tout à fait.
Et donc pour revenir un petit tour maintenant au sein de notre Loire volcanique, je crois que vous avez dégusté, vous avez fait une grosse déguste là récemment, Leslie Romain. Quel œil tu as, toi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce qui ressort? C'est le dernier millésime que vous avez goûté un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu ce qui ressort sur ce dernier millésime ou c'est Alors là, la dégustation que Romain et la Loire volcanique m'ont permis de faire, qui était super intéressante, on avait vraiment j'étais vraiment dans la recherche d'identité, de caractéristiques terroir. Donc il n'y avait pas forcément un millésime particulier, il y en avait plusieurs. Et en fait, c'était de voir justement selon les millésimes, même chaud ou froid, est-ce qu'il y avait un impact terroir qui pouvait être marqué quoi qu'il en coûte. Et donc, j'ai eu beaucoup de basalte, beaucoup de granit, un petit peu d'argilo-calcaire. Et c'était intéressant, en fait, de le comparer sur les différentes appellations, différents millésimes. J'ai trouvé que sur les blancs, c'était compliqué de se faire vraiment un avis parce qu'en fait, les blancs sont plutôt des vins sauf à 5% où c'est l'appellation 5%, mais sinon c'est des vins d'IGP et ils ont le droit à beaucoup de cépages. Donc on en parlait un petit peu de ce côté assemblage ou différenciation de cépages. Ça n'a pas été évident pour moi de définir des marqueurs terroirs, sauf sur les argilo-calcaires parce qu'il y avait cette multitude de cépages. En revanche, sur les rouges, j'étais donc en 100% gamay saint-romain sur les 4 appellations. Et là, j'ai pu réussir à retrouver des caractéristiques similaires à force de goûter des basaltes, à force de goûter des granites et des argilo-calcaires. Donc ça, c'était intéressant. Je voulais juste revenir par rapport à ce que disait Isabelle. Et c'est vrai que moi, le Sauvignon, c'est un cépage que j'ai découvert, que j'ai aimé un peu tardivement plutôt. Et j'ai été surprise de découvrir dans le Centre-Loire, donc plutôt la région de Sancerre, Maine-tout-Salon, etc., des Sauvignons qui ne sauvignonnent pas. Donc, ce qu'on parlait de ce côté un peu variétal, qui est effectivement ce qui me rebutait dans le Sauvignon, j'ai découvert qu'en fait, le Sauvignon en grand vin était un passeur de terroir. En revanche, en Touraine, j'ai fait pas mal de dégustations aussi sur certaines appellations, notamment Touraine-Wally. Et c'est vrai que je pense que c'est parce qu'il y a un sol un peu unitaire que ceux qui font des 100% Sauvignon, donc enfin, ceux qui sont en appellation, il y a vraiment ce marqueur Sauvignon. Et alors après, en fonction des élevages, bien sûr, on peut retrouver de la délicatesse, du charnu, de la corpulence, enfin ça dépend. Mais moi, ce que j'aimais dans les vins d'Isabelle, c'est que bah voilà, on avait une façon de dompter le Sauvignon, donc en lui laissant ses caractéristiques, mais de pouvoir permettre à donner une petite identification différente que l'ensemble du territoire de la Touraine. Donc, mais c'est certainement parce que le Sauvignon sur les sols de sable, bah, le sable en fait, ça exprime, comme tu disais, hein, les fruits primaires, donc ça exprime son côté variétal Sauvignon. Alors après, les sables, donc moi je suis sur l'appellation Touraine-Wally justement, et c'est vrai que c'est une dénomination géographique complémentaire de l'appellation Touraine, peut-être appelée à devenir une appellation un jour, comme Chenonceau, Azel-Rideau, Mélan, etc. C'est reconnu justement pour faire des blancs assez riches et avec un peu plus de bouche que le Touraine blanc Sauvignon standard. Parce que justement, ces sables permettent d'avoir un bon drainage de l'eau, de bien stocker la chaleur et donc d'avoir des belles maturités. Et clairement, la maturité, ça va être le facteur peut-être plus que le sol du coup sur le Sauvignon qui va vraiment driver son style. Parce que donc le Sauvignon, la molécule qui est le support aromatique des Sauvignons, ça s'appelle les thiols, donc c'est des molécules soufrées avec et donc, en fait, en fonction du degré de maturité du cépage, on va avoir des thiols verts, un côté cause de petits pois, quand on les goûte vraiment très prématurément, qui ne sont pas du tout mûrs. Ensuite, on attend un petit peu, on va arriver au thiol frais, qui est là le caractère Sauvignon classique, parfois qu'on appelle bourgeon de cassis, pipi de chat, Le mousse, ouais. groseille à macro, enfin voilà, des choses comme ça, même si c'est des critères. Voilà, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà goûté la groseille à macro, je vous conseille d'essayer. Mais c'est vrai que c'est un très bon descripteur, malheureusement ça parle pas à tout le monde. Mais voilà, il y a ce côté parfois un petit peu végétal. Si on attend encore, on arrive à une phase neutre où tout d'un coup le Sauvignon goûte plus grand chose. Et si on attend encore, là on arrive au thiol mûr. Et c'est là où on se retrouve. En fait, tu dis ça sauvignonne pas, mais ça sauvignonne mais mûr. Mm. Et du coup, on change de registre, on passe au registre plus agrumes confits,
tropical aussi. Enfin, moi, je suis souvent sur un côté fruit de la passion, voilà. Et là, du coup, on change de registre. Et en plus, on gagne en bouche. Donc, c'est un cépage qui est très sensible au niveau de maturité et donc aussi au rendement. Parce que effectivement, bah, si on a des forts rendements avec des gros paquets des grosses grappes, on va forcément, voilà, la plupart des vignerons traditionnels, ils vont à 12 degrés, ils vont devoir y aller parce que ça va pourrir sinon. Moi, il se trouve que j'ai repris des vieilles vignes, donc avec des vigueurs assez modérées, et donc bah, une vigne aérée et des grappes aussi aérées, ce qui fait que je peux me permettre de laisser mûrir parfois 15 jours de plus que mes voisins, et ça change de juste tout en fait sur l'aromatique. Merci pour ce témoignage de maturité. C'est intéressant parce que cette question du Sauvignon qui sauvignonne, on l'a souvent. Donc, c'est intéressant de voir ça. Est-ce qu'on repartirait pas, Leslie, sur notre sujet de la dégustation? Du coup, on repart maintenant en côte rouennaise. Donc là, quand vous dégustiez seulement des vins de la côte ou vous étiez sur toute la Loire volcanique? Non, la Loire volcanique, hein. Ouais, j'avais l'ensemble de la Loire volcanique et donc il y a eu pas mal de vins de Côte du Forêt à la fois en granit et en basalte. Il y a eu pas mal de vins de la côte rouennaise. Alors là, pour le coup, la côte rouennaise, Romain me l'a bien expliqué, on a cassé du granit, c'est granit sur granit. C'est un sous-sol granitique sur un sol granitique. Il y a très peu d'argile. Et donc ça fait des vins qui sont très marqueurs terroir. Et je sais que vous, chez Franck Thomas, vous êtes très sensible à tout ce qui est expression des sols en géosensoriel. Là, moi, ce que j'ai, enfin, vraiment sur ces terroirs-là, alors j'ai pas trop parlé salivation parce que j'en suis pas forcément encore apte à ce point-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des nez et des textures de bouche très précises sur les granites qui sont différentes de celles sur les basaltes et qui sont évidemment différentes des argilo-calcaires. Après, l'argilo-calcaire, je connaissais mieux parce que dans le Centre-Loire, il y en a beaucoup. Alors après, je le connaissais mieux sur les blancs. Je trouve que les argilo-calcaires se révèlent aussi très bien sur les blancs. Mais voilà, c'était intéressant pour ça de voir de voir qu'on peut vraiment réussir. C'est pas que du blabla, en fait, de dire les sols marquent la bouche. Il y a des sols qui marquent le nez, il y en a qui ne marquent pas le nez, mais surtout, les sols marquent les textures de bouche et les finales souvent. C'est vraiment ce qu'on met en avant, enfin ce qu'on a finalement, on aboutit au fur et à mesure à cette conclusion. Voilà, ça fait quelques années, maintenant 5-6 ans, qu'on a pris vraiment le sujet de l'approche plutôt géosensorielle, notamment au sein de l'école, en faisant beaucoup de recherches, notamment avec le diplôme universitaire à Strasbourg, avec des gens comme Jacques Irigo en Bourgogne, etc. Je trouve que la Loire volcanique est un terrain de jeu fantastique pour s'amuser à goûter justement et à essayer de faire le lien entre, enfin, essayer de voir les subtilités entre les parcelles. Donc bravo pour votre travail, enfin, vous tous qui menez de superbes, enfin, qui est vraiment, enfin, qui reflétait vraiment le lieu. Je pense aussi au vin de la Madone avec Gilles Bonnefoy, lui qui est en Forez, tout ça. Enfin, c'est des vins qui sont très expressifs aussi et qui représentent bien leur lieu. Alors aujourd'hui, on n'a pas de modèle on n'a pas de méthode très claire. En fait, on est encore en train de faire beaucoup de recherches. Leslie y participe aussi dans le travaux que vous menez là. Effectivement, on n'a pas réponse à tout. Et puis surtout, on ne peut pas faire un lien, on ne peut pas faire de raccourci aujourd'hui entre le sol enfin, entre la texture du sol et la texture en bouche, parce qu'effectivement, on sait que la vigne, elle ne va pas pomper, c'est pas une éponge qui pompe ce qu'il y a dans le sol parce qu'il est là, elle prend simplement ce qu'elle a besoin. Et donc, parfois, on fait un peu de raccourci du genre, bon, bah, dans ce sol, comme c'est des sols sur des marais salants, par exemple, où il y a beaucoup de sodium, on va avoir plus de côté salin dans le vin. Ça, c'est une sorte d'image qu'on peut se raconter. C'est très sympathique quand on parle aux clients, etc. Mais c'est pas forcément la vérité, puisque la vigne ne va pas forcément euh, elle va prendre seulement ce dont elle a besoin. Voilà. Mais Donc surtout, ça, c'est des études qu'on essaie de creuser, etc. On n'a pas forcément toujours de réponse, mais on continue en tout cas. Et pour l'instant, comme tu disais, Leslie, quand tu compares vraiment deux parcelles avec un même cépage, un même millésime, c'est vraiment net, notamment sur l'approche du toucher pour l'instant. Voilà. mais je me suis entretenue avec
grâce à Romain qui m'a mis en relation avec Yves Héraudy, qui est le géologue très spécialiste de la région de la Loire volcanique. C'est un peu le Georges Truc, mais de la Loire volcanique. Comment il s'appelle? Yves Héraudy. Ah, bah écoute, Alors, il habite dans le Jura, de mémoire, mais il œuvre énormément il a fait beaucoup, beaucoup d'études de sol dans la Loire volcanique. Et en fait, c'est rigolo parce que une des premières questions que je lui ai posées, c'était bon, alors, cher Yves, est-ce que vous pourriez me détailler un peu précisément chaque sol de façon singulière? Et il m'a répondu, alors, premièrement, il va falloir arrêter de toujours vouloir, on va dire, compartimenter les sols, genre granit, basalte, machin, parce qu'en fait, un terroir, c'est pas un sol, c'est une multitude d'altérites qui viennent s'emmêler les uns les autres. Donc, et bon, voilà, donc il m'a fait déjà direct, il me clouait le bec. Je me suis dit, oh là là, dans quoi je me lance que par ailleurs, je viens de lancer un podcast sur l'impact des sols dans le vin et ça démarre un peu comme ça. Alors, déjà que c'est compliqué, mais avec une approche de finalement, tu peux même pas compartimenter, c'est encore plus compliqué. Mais c'était intéressant. Le Et puis, cerveau effectivement, humain a besoin de compartimenter. Enfin, tu vois, et oui, pédagogiquement, le cerveau veut faire des raccourcis, et mettre oui. des trucs dans des cases, mais c'est pas aussi facile que ça. Oui, ça, c'est sûr. Alors après, je vous Non, ça rassure, marche pas souvent. ouais, Annabelle. mais après, Avec le vivant, ça marche pas souvent de mettre dans des cases. On peut mettre les gens c'est dans ça. des cases, hein, c'est pas possible. On a des subtilités. On n'est pas... C'est exactement ça, mais c'est vrai qu'après on est obligé parce que, enfin, même eux-mêmes, les géologues ont parfois du mal à expliquer. Et d'ailleurs, souvent c'est rigolo parce que quand ils interviennent, les géologues, en fait, il va y avoir que deux personnes qui vont rester attentives parce que à la fois c'est passionnant, mais à la fois c'est tellement complexe et on n'a pas les bases en fait. Donc dès qu'on a loupé la base, bah, on va laisser passer le reste et souvent ils ont du mal à nous happer dès le début parce que c'est trop multiple. Donc là, moi, ce que j'ai essayé de faire, notamment dans cette première saison en Loire volcanique, oui, évidemment, je vais forcément un tout petit peu cloisonner, mais j'ai rappelé au tout départ que bon, bah, c'était quand même des grandes familles et que tout ça était très mélangé. Mais bon, quoi qu'il en soit, tu vois, si on parle notamment du sol de la côte rouennaise, là, pour le coup, bien sûr, il y a les socles, il y a les altérites, mais en fait, c'est quand même granit sur granit, c'est ce qu'on disait. Donc, bon, là, on peut quand même essayer de se dire qu'on peut essayer de tirer un fil ou de trouver une caractéristique. Là où, par exemple, à Saint-Pourçain, tu as quand même trois grands sols qui se juxtent. Tu as des granites, tu as des argilo-calcaires, tu as des sableux argileux. Donc, tu vois, là, c'est peut-être un peu plus mélangé. Sous les granites, tu as des calcaires. Tu as des argiles, pardon, mais dans certains terroirs, tu es quand même assez monosol, entre guillemets. Donc voilà, j'ai pu quand Oui. même. On arrive quand même à faire quand même quelques remarques, enfin quelques conclusions. Oui, oui. J'imagine. Comme tu Et disais puis, là tout de suite, c'est Romain Poirier qui disait en commentaire, voilà, sur les sols volcaniques, c'est très marquant justement l'aspect texture en bouche et ouais, voilà. et effectivement, la chance que j'ai eue, c'est qu'on a eu. Enfin, donc, Romain a fait un appel à échantillons. Il y a eu exactement 74 bouteilles, ce qui m'a bien comblé la matinée. Mais ça permet en fait, oui, de se dire, là, j'ai dégusté, notamment sur les basaltes et les granites, j'en ai dégusté beaucoup. Et oui, quand même, alors à moins qu'il y ait un bois un peu trop marqué ou qu'il y ait une vinification un peu trop marquée qui vient, j'aime pas dire ce mot, mais maquiller un peu le terroir, oui, on identifie des choses qui se ressemblent. Et c'est de là que j'ai réussi à tirer des fils qui allaient d'ailleurs dans le sens de ce que Romain peut percevoir sur les vins de ces sols en côte rouennaise notamment. Et au-delà de la texture, je vais passer une photo là que je laisserai Romain commenter, je te prépare. Euh, avant de passer à la Fais photo. gaffe à ce que tu envoies, hein. Avant de passer à la photo mystère, tout habillé, ouais, effectivement, c'est un sujet intéressant. La différence, et justement, je voulais expliquer, enfin, je voulais partager avec vous la notion de texture, parce que des fois, on se dit, mais est-ce que finalement, c'est vraiment intéressant d'aller creuser les sols, etc. Des fois, j'ai l'impression qu'on creuse trop, quoi. Je me dis, mais pourquoi on se prend la tête comme ça, finalement? Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, au-delà simplement de la texture et de creuser et de vouloir absolument faire un lien entre le goût du vin et le sol, je trouve il y a toujours quand même au moins des dynamiques, des profils, au moins des dynamiques de structure dans la bouche, des structures de vin. Et au moins ça, ces structures, elles sont intéressantes, je trouve aussi pour les accords mets vins. Tu vois, quand on parle des granites qu'on a aussi du côté de Condrieu, Saint-Jean, etc., je trouve que ça apporte un style assez au Vionnier, par exemple, si je parle d'autres régions, où ça va apporter des dynamiques de bouche. Que ce soit sur les textures, sur la partie peut-être énergie dans le vin aussi. Et je trouve que ça, c'est super intéressant pour les accords. Ça apporte un autre angle supplémentaire et pas seulement aromatique, mais aussi sur l'aspect structure et dynamique du vin.
pour rebondir là-dessus, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on devient fou avec nos pierres. Bref. Un peu. En tout cas, les gens nous prennent pour des fous, ouais. Alors, Romain, qu'est-ce que tu nous montres là? Ah, là, je vous montre le Clos du Puy. Le Clos du Puy, c'est une belle parcelle d'altitude. On est à 515 mètres. Alors, on est sur des granites roses, là, sur des rhyolites. Et alors, ce qu'on voit pas, c'est que c'est assez pentu. Là, je trouve que la photo aplatit vraiment le relief. Super, merci. Et c'est une parcelle qui domine la plaine de la Loire. Et voilà, ça fait partie de nos parcellaires. C'est la première parcelle que j'ai plantée quand je me suis installé, donc il y a une vingtaine d'années, et voilà, c'est mon petit coup de cœur. Ah, et pourquoi c'est ton coup de cœur? Parce que déjà, l'endroit est magnifique. Bah, Ouais. Leslie et Isabelle peuvent en témoigner. On y Et, est. et c'est une parcelle qui est chargée d'histoire. C'était le clos d'une ancienne propriété qui était magnifique. Et puis, de mon côté, bah, déjà, les vins sont super. Et puis, c'est la première parcelle que j'ai plantée dans ma vie de vigneron. Donc, forcément, on y est peut-être un peu plus attaché. Et ça a été aussi le premier parcellaire dans notre démarche de cuvée parcellaire. C'est ta cuvée, celle-ci, qui s'appelle? Clos du Puy, Ah, c'est Clos du Puy. Ok, très ouais, bien. tout Euh, simplement. Entendu. Ah oui, donc là, ok, très bien. Je regarde un petit peu si je pouvais partager l'écran. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site d'Isabelle et de Romain aussi, hein, sur les vins, etc. Ok. Et alors, c'est intéressant, je vais te poser la question à 100 francs. C'est quoi la différence entre le granit rose et le granit vert? T'as du granit vert aussi? Ouais, j'ai du granit Ah, vert. Alors, le granit rose, c'est de la rhyolite. Le granit vert, c'est de la dacite. Euh, c'est deux granites qui sont d'origine volcanique. Ça vient tout d'un massif volcanique qui couvrait la région il y a 400 millions d'années. Donc voilà, c'est des terroirs très très anciens. Et les deux sont d'origine volcanique, mais la dacite est issue de poussées volcaniques souterraines en fait, alors que la rhyolite est éruptive. Donc là, c'est vraiment des éruptions volcaniques qui ont créé ces sols-là, alors que l'autre, c'est du magma qui a été mis en place sous pression sous terre, quoi. Voilà. et du coup, est-ce que tu retrouves un peu comme le granit, c'est petit comme ça, c'est resté sous pression sous terre, il y a des petits cristaux à l'intérieur ou pas forcément comme ça refroidi? Oui, alors ça fait des granites qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus compacts. D'accord. Donc qui sont beaucoup plus durs en fait, qui sont moins friables que les rhyolites. Et bizarrement, ça donne des vins plutôt plus fins Ok. que sur les rhyolites. Plus fins, plus le côté un peu floral, un peu épicé, voilà. Alors que sur les rhyolites, sur les granites roses, on a le côté un peu plus massif et le côté très concentration du fruit, quoi, voilà. C'est plus chaud, c'est éruptif, ça. On voit. C'est ça, ça doit être ça. On aime bien se faire des images. Voilà. T'as C'est fait des rassurant. dégustations, je sais pas si tu as fait, Leslie, ou pas, avec Romain, des dégustes intuitifs pour voir un peu l'énergie. C'est marrant, c'est sympa de se bander les yeux des fois et de faire des dégustes plus intuitifs sur des vins de volcan comme ça. Des fois, tu sens l'énergie du lieu, c'est assez sympa. Voilà. À tester. Non, parce que enfin, le travail était quand même assez fastidieux Ah oui, de toi, devoir tout goûter, de trouver une sorte de trame sur chacun. Donc, si en plus on rajoutait la partie salivation, yeux bandés, etc., on fera ça une prochaine fois. non, oui, forcément, il ne faut pas faire tout le même jour. Ça dépend de l'angle que tu choisis de ta déguste, ça c'est sûr. Mathurin nous parle, donc bah, merci pour cette photo en tout cas. C'est très joli, ça donne envie de venir au domaine, venir passer. Et au loin, qu'est-ce qu'on voit là-bas Alors, au loin, on voit la ville de Roanne qui a une quinzaine de kilomètres. Plus proche, il y a la Loire, mais là, on ne la verra pas sur la photo. Et puis, tout au loin, à 80 kilomètres, c'est les monts du Beaujolais. Voilà. Et de l'autre côté de ces monts, il y a le vignoble du Beaujolais. On est vraiment en parallèle, mais à presque une centaine de kilomètres d'écart. Donc là, tu es exposé quoi? Sud-sud-est, quoi? Là, on est plein est, là. Plein est, ouais, ok, Ouais, ça marche. Magnifique. Donc c'est un joli clos qui est bien cloisonné, quoi. Parfait. C'est très c'est plaisant. ça. À la bourguignonne. Non, mieux, plus joli. Mieux. À la ligérienne. C'est ça. Mathurin, il y avait une question de Mathurin. Tu fais des élevages en amphore, hein, notamment sur la cuvée, je crois, Diogène. Ouais, c'est ça, Diogène. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors oui, j'ai commencé à faire des essais d'amphore à partir de 2018 sur les gamay Saint-Romain, bien sûr. Dans
Au départ, c'était vraiment pour essayer parce que j'entendais beaucoup parler d'amphore. Je n'étais pas forcément convaincu. Puis j'ai essayé et force est de constater que le résultat est plutôt positif. Donc, on a continué dans cette voie-là. On fait des macérations très longues de 8 mois, ce qui fait vraiment un contact important sur les peaux. Ce qui fait des vins on l'a fait sur des terroirs qui nous posaient problème entre guillemets, c'est que c'est des terroirs qui font des vins assez puissants et je trouvais que des fois ça manquait de finesse ou alors qu'il fallait aller très loin dans les élevages pour arriver sur la finesse ou garder les bouteilles très longtemps. Et l'amphore nous a permis entre guillemets d'amener les vins prêts à boire un peu plus vite. Donc d'affiner, de garder toujours cette puissance on l'a, mais on amène beaucoup de finesse et des vins qui sont plus sur la longueur et moins sur la largeur, quoi. Et puis le côté assez fin de l'aromatique, je trouve que ça ramène un peu du floral. Et puis Ça préserve ce sur les fruit, cette instantanéité du fruit et du... Aussi, quand tu dis que ça conserve la subtilité de l'aspect floral, en fait, en tout cas de l'aromatique. ouais, oui, je trouve que ça affine les arômes vraiment, ça apporte de la complexité. Puis il y a ce côté floral qu'on n'avait pas forcément sur cette parcelle en vinification classique et qu'on retrouve sur l'amphore. Donc voilà, je le mets sur ce côté-là. Et puis l'amphore, je trouve que c'est un gros avantage, c'est que ça rafraîchit un peu les vins sur les années chaudes, quoi. Sur les millésimes chauds, je trouve que l'amphore marche très bien. C'est en grès, il est en grès ton... C'est En terre cuite. en terre cuite. Ouais. Et tu fais que de la macération en jarre ou tu fais l'élevage aussi après On fait macération et élevage, c'est-à-dire qu'on fait 8 mois de macération et après on presse, donc ça tombe souvent sur le mois de mai, et après on remet les jus en élevage dans les amphores jusqu'au septembre-octobre. Et là on fait des essais sur les parcellaires de faire un petit peu d'élevage en complément des foudres ou des barriques. Mais on en est qu'au stade d'essai. Et c'est marrant sur les amphores parce que, et on avait eu cette discussion avec Romain et grâce à Justine Knapp, journaliste vin, on a réussi à comprendre ce qui se passait dans ma bouche. Mais moi, j'avais souvent le sentiment à l'aveugle, ou pas forcément, mais que les amphores durcissaient les vins. J'arrivais pas très bien à l'exprimer, mais à chaque fois, je disais à Romain, c'est marrant, cette cuvée, je la trouve un peu plus brutale. Et lui disait, c'est marrant parce que moi, je la trouve plus fruit ouvert. Enfin, en fait, on parlait de la même chose, mais différemment. Et finalement, en discutant avec Justine, elle m'a dit, bah, elle, sa perception, c'était que l'amphore, c'était surtout au niveau du tanin, ça donnait vraiment un tanin comme la peau du raisin, le tanin vraiment du végétal, très l'astringence du végétal. Et c'est vrai qu'après, elle disait, et ça, en fait, c'est très propre à chacun. Il y en a qui vont aimer ce côté astringent et salivant, mais il y a un côté quand même assez ferme, tu vois, mais d'une vraie peau de fruits. Et d'autres qui vont trouver ça donc bien ou moins bien. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que peut-être moi, c'est cette astringence assez typique qui est révélée par l'amphore que j'aimais moins, ou en tout cas que j'avais du mal à déceler, qui est particulièrement appréciée par ceux qui l'apprécient. Et depuis que j'ai perçu ça en bouche, et ben, c'est vrai que maintenant, j'ai une autre approche de dégustation des vins en amphore. Je le vois pas comme quelque chose de brutal, mais je ressens cette astringence à la fois asséchant et salivant, qui est très typique d'une peau de raisin, en fait, d'une belle peau de raisin, quoi. Comme quoi, l'éducation, c'est important. Quand on comprend, on aime mieux. On aime Et plus. oui, Et outre l'aspect, parce que j'utilise les mêmes jarres de terre cuite que Romain, outre l'aspect micro-oxygénation comme au travers du bois, mais sans avoir l'apport aromatique du bois, il y a aussi une dimension lit, travail des lits. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que probablement, on parle souvent des blancs élevés sur lit, mais que sur les rouges aussi, ça a un intérêt d'avoir le travail sur lit. Et en fait, c'est vrai que c'est des jarres qui ont une forme en œuf inversé, ce qui fait qu'on n'a pas la même épaisseur la même largeur de liquide en haut et en bas. Donc, on a des gradients de température qui peuvent se créer quand il y a des changements de pression atmosphérique ou de température. Et donc, il y a des mouvements de convection très légers qui se font tout au long de l'élevage et qui font que les lits restent un peu plus en suspension que si on était sur une grosse cuve en inox où tout se tasse instantanément, où ça fait cage de Faraday, t'as pas d'électromagnétisme qui vient bouger tout ça. C'est ce genre de jarre, la tava, c'est ça, ces formes-là? Non, ça c'est plutôt la quatrième. Ouais, la troisième, la quatrième. Voilà, ça.
C'est fin comme ça. Non. Non, ça. Ouais. Ouais. Ah oui, pardon, ok. Ah oui, voilà. Donc, Enfin, la troisième, quatrième photo, oui. plutôt ça, ok. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, on a aussi plus de contact avec les lits. Et c'est vrai que je pense que ça permet aussi d'aller chercher du gras et de la douceur, quoi. Cette onctuosité, cette texture un Mm. peu plus concentrée. Ok, formidable. Écoutez, on va arriver au terme, hein, de notre heure spéciale Loire. Alors l'idée, c'est toujours un peu frustrant, on a envie de poser plus de questions, etc. En tout cas, l'idée, c'est comme d'habitude de semer des graines, voilà, de dire qu'aujourd'hui, la Loire, aussi, enfin, ça l'est depuis toujours, mais la Sologne viticole, et c'est intéressant d'y passer. Et c'est pas que le Sauvignon, voilà, il y a aussi une diversité, et c'est aussi la Loire volcanique. Peut-être un petit mot de la fin chacun, si vous voulez laisser passer un message à nos amis, la centaine de personnes qui est connectée. Peut-être que Romain, tu veux un petit peu parler des initiatives de la Loire volcanique aussi, un petit mot, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des événements prévus bientôt ou des initiatives pour mettre Oui, en... oui. Alors, la Loire volcanique, déjà, c'est 50 domaines répartis sur les quatre appellations, Côte-Roannaise, Côte-du-Forêt, 5% et Côte d'Auvergne. Avec pour but bien sûr de promouvoir ces vignobles-là et puis d'avancer aussi techniquement entre vignerons. Il y a deux dégustations annuelles qui sont une sur le vignoble qui sera le 14 ou le 15 avril prochain à Saint-Pourçain et puis une qui se passe au mois de novembre à Paris. Voilà. Et puis, pour conclure, je vous invite à venir découvrir le vignoble, le domaine, et voilà, de venir passer un petit peu de temps en Loire volcanique. Pour aller voir un petit peu ce que c'est le granit rose. C'est ça, et Croquer de vert. l'Argolite. Et croquer du Gamay Saint-Romain. Voilà, trop bien. Très bien, merci beaucoup. Isabelle, un mot de la fin. Si vous avez envie de découvrir un petit peu plus mon travail et envie d'être à l'affût, vous aussi, vous pouvez suivre l'affût sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, et puis venir à ma rencontre sur rendez-vous. Voilà, et puis il y a plein de. Si vous allez sur les réseaux, vous verrez qu'il y a plein de beaux projets en cours sur le domaine. Je suis en pleine levée de fonds pour développer encore tout ça, exprimer davantage le terroir, mettre en place justement de la vitiforesterie. Enfin, il y a plein de sujets qu'on aurait pu traiter. C'était un sujet très important. Voilà. Ah, mais oui, on n'a pas parlé non plus. C'est assez frustrant. Mhm. Toi qui viens du milieu du bois, enfin du bois. Oui, c'est ça. Moi, à la base, j'ai un BTS en gestion forestière, donc forcément, l'arbre a du sens pour moi. Donc voilà, il y a plein de beaux projets à mettre en place sur le domaine. Et pour ça, eh ben, ça demande toute une communauté. Voilà. Hmm. Merci beaucoup Isabelle, c'était top, vraiment un vrai plaisir de t'avoir. Moi aussi, j'espère que je Merci pour vais l'accueil. voir toutes tes initiatives au domaine. Et Leslie, notre chère Leslie. Jus de Caillou qui sort là, ton podcast pour les... Ouais, alors voilà, non, mais vraiment dire un mot sur la Loire d'une façon générale et puis les deux régions qu'on a abordées, c'est des vins qui sont au-delà d'être tout à fait dans l'air du temps et de nos palais, en rouge comme en blanc, c'est des vins qui sont extrêmement gourmands, conviviaux, à la fois faciles, avec de la complexité, des rapports qualité-prix qui sont quand même de plus en plus rares à trouver. On aura toujours de la fraîcheur, du fruit, de la gourmandise, des vins accessibles. Enfin, je trouve que la Loire, d'une façon générale, et ce dont on a parlé ce soir, c'est vraiment les vins qui vont nous permettre aussi peut-être de redonner envie à ceux qui boivent moins, aux jeunes, enfin à toutes ces difficultés qu'on peut avoir dans le monde du vin aujourd'hui à vendre du vin. C'est grâce à des régions et des territoires comme ça, des vins de plaisir qui manquent pas de style et de complexité, mais qui sont avant tout des vins de plaisir. Et les vignerons aussi sont des personnes de convivialité, et c'est ça le monde du vin. Et je trouve que la Loire, elle est assez fabuleuse pour ça, parce que c'est ça pour moi le vin. C'est pas le cher, c'est pas le prix élevé, c'est pas la prise de tête, c'est pas l'arrogance, c'est le plaisir, et le plaisir immédiat. Et c'est vraiment, en tout cas, les vins d'Isabelle et de Romain et de leur région, en tout cas, on est parfaitement dans ça.
Et pour faire ma petite promo rapide, oui, effectivement, je viens de lancer mon podcast Jus de Cailloux et la première saison sera donc en lore volcanique et à retrouver en mars sur Spotify. Voilà. Génial. Bravo à toi pour ton travail, Leslie. C'est génial ce que tu fais et la manière dont tu vulgarises le vin, la géologie et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à Leslie d'avoir nous avoir mis en relation aussi avec Isabelle et Romain. On lui a dit on aimerait bien se faire un talk show sur la Loire pour parler de la diversité aussi et la richesse qui est la Loire. Et donc, elle a pensé à vous. Oui, je voulais remercier Leslie justement aussi voilà, d'avoir eu le réflexe de proposer des appellations qui sont peut-être un peu plus underground, enfin en tout cas des zones de la Loire qui ne sont pas celles auxquelles on pense en premier quand on parle du vignoble ligérien. Donc merci pour ça. Merci à tous. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Sans doute, on a plein de sujets encore à explorer. Alors, on se retrouve le mois prochain. Je n'ai pas encore le thème, mais vous allez bientôt recevoir l'invite comme d'habitude. À bientôt et puis bonne soirée. Merci à tous les trois. Bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt.